Bonsoir, Paul Touvier finira ses jours en prison pour crime contre l'humanité. L'ancien collaborateur des nazis avait réussi pendant 50 ans à échapper à la justice. La justice l'a rattrapé et l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans circonstances atténuantes pour l'exécution de 7 otages juifs le 29 juin 1944 à Rieux-la-Pape. Éric Lemasson, Jean Corneille. Comme sur ces images du premier jour du procès, son visage est resté de marbre. Il esquissera simplement quand les gardes l'emmèneront un signe de la main à sa famille. La compagne de Paul Touvier sort, un bouquet à la main. La justice est passée. 5h30 de délibéré pour une décision sans ambiguïté. Oui, Paul Touvier a donné instruction, aide et assistance pour l'exécution de 7 juifs à Rieux-la-Pape en juin 1944. Oui, c'est un crime contre l'humanité parce qu'il s'inscrit dans le plan d'extermination des nazis. Paul Touvier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans la salle, les parents des victimes de Rieux sont restés silencieux. Ils sont soulagés. Jusqu'au bout, j'ai appréhendé ce qui allait arriver. Mais je pars soulagé, oui. C'est dommage, évidemment, d'avoir attendu 50 ans pour arriver à ce résultat. Vous savez, dans l'histoire, c'est naturellement Touvier, mais il y a eu des centaines de milliers de Touviers qui ont été nécessaires à l'Allemagne nazie pour que soient déportés et assassinés tous ces gens. En voilà un qui a été pris, qui a été condamné. C'est une juste... C'est la justice qui a été faite, j'en suis convaincu. Tous ceux qui se sont battus pour ça, tous les avocats des parties civiles, toutes les familles des victimes, pensent pas beaucoup à lui, mais pensent aux victimes, aux 7 victimes de Rieux, comme elles pensent aux 44 enfants d'Isieux, parce que c'était le même combat, c'était les mêmes hommes, c'était la même ignominie, c'était la même idéologie. Et je crois que bon, c'est ça qui domine aujourd'hui. On pense pas à Touvier, on pense aux victimes maintenant. Le combat judiciaire des parties civiles jusqu'à ce jour de la condamnation aura donc duré 21 ans. Et pour elle, comme pour ces manifestants hier soir, ce combat pour la mémoire ne s'arrête pas à Touvier. Nous souhaiterions que les procès en cours puissent arriver à leur terme. Il n'y en a plus qu'un, qui est le procès de Maurice Papon. Et nous ne pouvons que souhaiter que la justice ait un rythme un peu plus soutenu que celui que l'on peut observer depuis 10 ans. L'avocat de Paul Touvier, lui, a perdu la partie. Sauf cassation, Touvier finira ses jours en prison. Au nom du peuple français, les jurés ont décidé que 50 années n'avaient pas effacé le crime du serviteur français de l'État nazi. Vous avez entendu dans ce reportage d'Éric Lemasson le nom d'un autre Français inculpé de crimes contre l'humanité, mais dont le procès n'a jamais eu lieu, Maurice Papon. L'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde est accusé d'avoir organisé entre 1942 et 1944 l'arrestation et la déportation de plusieurs centaines de personnes et d'enfants. L'instruction de son dossier est quasiment terminée et les familles des victimes souhaitent qu'il soit maintenant jugé. Caroline Laudrin. Depuis 11 ans, Maurice Papon est inculpé de crimes contre l'humanité. Depuis 11 ans, il contre-attaque et porte plainte pour dénonciation calomnieuse. Lui, l'ancien ministre du budget sous Giscard d'Estaing, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, n'admet pas les accusations portées contre lui. En 1981, document administratif à l'appui, le Canard enchaîné l'accuse d'avoir participé à l'arrestation et à la déportation de 1690 juifs dans la région de Bordeaux. 2 ans plus tard, il est inculpé de crimes contre l'humanité. Mais le dossier Papon embarrasse la justice. La procédure est annulée pour finalement déboucher sur 2 nouvelles inculpations en 88 et 92. 11 ans après le début de la procédure, l'un des avocats des familles juives s'étonne dans ce procès de la lenteur de la machine judiciaire. La procédure est terminée. Il y a 20 tomes d'instruction dans la procédure Papon. Qu'est-ce qu'on attend ? On doit s'arrêter à l'heure actuelle de vouloir à toute force entrer dans ce dossier des procédures préalables concernant Bousquet, Le Guet, Knochen, Auberg et pourquoi pas tous les procès d'après-guerre comme celui de Pétain, de Laval et pourquoi pas le procès de Jeanne d'Arc tant qu'on y est. Lorsque Pierre Arpaillange, ancien garde des Sceaux, et Roland Dumas, ancien ministre, viennent témoigner au procès de Paul Touvier, ils ont un regret, celui de ne voir qu'un milicien dans le box des accusés et pas les vrais responsables, c'est-à-dire les hauts fonctionnaires de l'époque. Mais l'époque était trouble, ambiguë, ce qui explique peut-être pour partie la réticence de certains hommes politiques à l'avoir évoqué. Maurice Papon, pour sa défense, ne dit-il pas qu'il a agi sur ordre de la résistance. Que doit-on juger, effectivement, les faits, l'opportunisme, le cynisme. Ce sont effectivement des problèmes difficiles et que ces hommes politiques, parfois, aimeraient éviter de voir placer sur la place publique. Le procès de Maurice Papon aura-t-il lieu un jour? Ce serait alors le vrai procès du gouvernement de Vichy,
pour la première et la dernière fois. Dominique Verdeillan, vous avez couvert pour France 2 le procès Touvier. Pensez-vous pouvoir couvrir un jour le procès Papon? Écoutez, probablement pas. D'abord parce que l'ennemi de la justice, c'est le temps. Ensuite, parce que ce dossier est toujours dans un labyrinthe politico-judiciaire qui fait qu'aujourd'hui, on l'a dit, eh bien, le dossier n'est pas bouclé après 13 ans de procédure. Je vous rappelle que pour aboutir au procès de Paul Touvier, il a fallu 21 ans d'errance. Quant à Maurice Papon, de ce côté, il attend, lui, un non-lieu. Alors pourtant, c'est vrai, hier soir, après le verdict, on avait presque oublié Touvier pour ne penser qu'à Papon, car derrière la satisfaction face à la condamnation du milicien perçait déjà un manque. Les victimes se retrouvaient devant un triptyque incomplet. Il y avait eu l'Allemagne avec Barbie, la milice avec Touvier, il reste le gros morceau de nos années noires, Vichy. Paul Touvier a été jugé 50 ans après les faits parce que l'homme a fui la justice. En revanche, si René Bousquet et Maurice Papon ont été épargnés, c'est parce que la justice, à son tour, a été prise de lenteur, d'inertie, d'amnésie. Refusant de se poser une seule question, Vichy est-il un État ayant pratiqué une politique d'hégémonie idéologique? Comme si, pour reprendre l'expression de maître Roland Dumas, on ne voulait garder de Vichy que son antisémitisme de salon pour gommer l'antisémitisme d'extermination. Il y a une chose pire que celle de juger avec retard, celle de ne pas juger du tout. Alors il est à craindre que notre livre d'histoire se referme sur une page blanche. Merci Dominique. La colère de l'ONU, la colère de l'OTAN, de Washington, de Moscou, de Paris, des organisations humanitaires et même des intellectuels n'a eu aujourd'hui aucun effet sur l'attitude des Serbes en Bosnie. L'hôpital de Goražde a été de nouveau touché par plusieurs roquettes. 10 personnes sont mortes à l'intérieur de l'hôpital, 12 autres à l'extérieur de l'hôpital. Réaction du directeur de cet établissement, ce n'est plus une guerre, c'est une boucherie. Isabelle Bechler. Au moins 26 morts dans la journée d'hier et 92 blessés. Mais c'est difficile de faire un bilan à cause des snipers. Il n'y a même plus d'eau potable. Voilà une des rares communications de Goražde avec l'extérieur. Goražde sous les feux de l'artillerie serbe, toute la nuit écoulée et avec une violence redoublée ce matin. Plus de 60 morts seraient à déplorer depuis hier. Les humanitaires, pris dans la nasse avec la population, ne trouvent plus les mots. Ils ont décidé de faire une grève du silence de 24 heures pour montrer leur indignation. Selon les Nations Unies, des blindés serbes progresseraient actuellement vers le centre de Goražde, à la fois du nord de Jabuka et de l'est depuis Kopači. Progression inexorable et au mépris bien sûr du énième cessez-le-feu signé par le président serbe Karadzic à Palais la nuit dernière. Pendant ce temps, à Sarajevo, les casques bleus français, ukrainiens, norvégiens, entre autres, qui doivent aller s'interposer entre la population de Goražde et l'artillerie serbe, attendent les ordres. Ils attendent que ce cessez-le-feu entre enfin en vigueur. Leur mission semble de plus en plus hypothétique. À Moscou, Boris Yeltsin a laissé éclater son irritation contre ses alliés serbes d'hier. Le Parlement, lui, est plus circonspect. Avant de parler du fond, les élus de la Douma veulent encore envoyer une mission à Belgrade. Mais à Washington, les décisions s'accélèrent. Le président Bill Clinton a décidé d'approuver un élargissement de la mission militaire de l'OTAN. En clair, recourir à des frappes aériennes pour protéger les 6 zones de sécurité déclarées par l'ONU. À Bruxelles, l'OTAN a confirmé aujourd'hui son accord de principe pour prendre la défense des populations bosniaques pilonnées actuellement à Goražde. Une nouvelle action militaire contre l'artillerie serbe pourrait avoir lieu d'ici à la fin de la semaine. L'échange qui s'est produit cet après-midi à l'Assemblée nationale à Paris témoigne tout de même de la difficulté pour les dirigeants politiques à prendre une décision militaire sur la Bosnie. Jérôme Catala, Luc Bachofen. Que faire pour Goražde? Comment agir en Bosnie? Ces questions, posées de façon répétée par la gauche, ont agité l'Assemblée nationale cet après-midi. Et le ministre des Affaires étrangères Alain Juppé a sèchement répondu à certains députés socialistes qui, comme Laurent Fabius, réclament plus de fermeté de la part de la France. Il n'y a pas de solution militaire, je le redis ici. S'il advenait que par une sorte d'aberration, on proposât à cette Assemblée de déclarer la guerre et d'envoyer un contingent pour la faire en Bosnie, qui la voterait ici? Il faut donc une solution politique. Des propos largement approuvés par les amis d'Alain Juppé.
Ce qu'il souhaite et ce pourquoi il travaille avec beaucoup d'acharnement, c'est de mettre tous ceux qui ont une responsabilité autour d'une table, en particulier les Russes, les Américains et l'Union européenne, pour qu'une position commune soit arrêtée. Une solution diplomatique, à gauche, on approuve également. Ou bien on prend les moyens de sa politique, mais ça veut dire la guerre, ou bien on fait tout pour arriver à une solution négociée, sans exclure des moyens militaires, mais sans s'y limiter non plus. La question, c'est de savoir si la France et les autres puissances sont décidées à faire preuve vraiment sur le terrain de fermeté, si oui ou non on va lancer des ultimatums avec les moyens militaires derrière, et j'ai soulevé la question aussi de lever l'embargo sur les ventes d'armes. Les députés sont donc d'accord sur ce qu'il ne faut pas faire en Bosnie, c'est-à-dire la guerre. C'est ce qu'on appelle un consensus minimum. On le voit bien, le monde ne veut pas mourir pour Gorajdé, mais il voudrait comprendre, Philippe Arouard, pourquoi les soldats de la coalition internationale étaient-ils partis pour l'Irak la fleur au fusil, et pourquoi sont-ils à ce point embarrassés en Bosnie? Oui, vous savez, Paul, pour les pays occidentaux qui ont combattu l'Irak, la guerre du Golfe a eu un avantage énorme, c'est qu'elle a été sans victimes. Et c'est ce que veulent les opinions publiques, une guerre propre. En Irak, c'est l'aviation qui a tout fait, mais dans les Balkans, la guerre se gagne sur le terrain. Il faudrait beaucoup d'hommes. De l'avis de tous les experts, ce serait un conflit meurtrier. Dès le début, les Américains ont dit qu'ils ne s'engageraient pas eux-mêmes au sol et leur position n'a pas changé. Depuis l'effondrement du communisme, rien de sérieux ne se fait sans les États-Unis. L'ONU a donc pris l'option de s'engager en Bosnie uniquement pour des raisons humanitaires, ce qui est fort utile, mais limité. Face à la détérioration de la situation, l'ONU, on l'a vu, a accepté, avec l'aval de Washington, de procéder à des frappes aériennes contre les Serbes, en sachant que cela ne serait pas déterminant sur le plan militaire. Alors, s'ils ne veulent pas faire la guerre, qu'ils fassent la paix. Mais Russes, Américains, Européens n'ont pas réussi encore à se mettre d'accord sur un plan à imposer aux combattants. Chacun voit midi à sa porte. Et pendant ce temps, la guerre continue. Le peuple kabyle veut exister. Il a manifesté aujourd'hui en Algérie, à Tizi Ouzou, mais aussi dans la capitale, contre tous les intégrismes politiques et culturels à son égard, mais aussi religieux. Véronique Tavo. Forcer le pouvoir algérien à reconnaître l'identité linguistique et culturelle berbère, c'était au départ l'objectif de cette marche. À Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie, 400 000 Kabyles ont répondu présents à l'appel des organisations. Mais 14 ans après la répression du printemps berbère, les Kabyles ont aujourd'hui transformé cette journée anniversaire en marche de protestation contre le terrorisme, la violence intégriste et contre le pouvoir en place. Au cri de résistance pour une Algérie libre et démocratique, pendant plusieurs heures, des milliers de femmes et d'hommes ont défilé. Il faut que les choses soient claires. La marche d'aujourd'hui est une marche, bien sûr, pour notre culture, pour la démocratie et pour notre identité. C'est une marche contre la terreur et la violence. C'est une marche contre l'intégrisme aussi. Mais l'intégrisme, c'est l'héritier du pouvoir, c'est aussi une marche contre le pouvoir. Au même moment, à Alger, 100 000 personnes étaient rassemblées, place du 1er mai, là encore, pour dénoncer la violence intégriste. Nous voulons créer un déclic qui puisse permettre aux Algériens de se lever comme un seul homme et de dire non aux intégrismes, que ce soit l'intégrisme du haut ou du bas. Nous voulons une Algérie libre, une Algérie démocratique, une Algérie amazigh. Des danses berbères mêlées au you-you des femmes, Alger avait cet après-midi presque un visage de fête. Les habitants de Vaux-en-Velin aiment leur ville et sont allés dans la rue pour le dire. Ils en ont assez de l'image que les casseurs ont donnée de cette cité et du mal qu'ils lui font en incendiant par exemple la salle des sports. Reportage de Patrice Romden et Alain Dubas. En période de tension, le recours au symbole a du bon. C'est dans cet esprit que la municipalité a guidé l'imagination des enfants de Vaux-en-Velin. Avec leurs mots, ils expriment le refus de la violence, avec leur corps, l'envie de pratiquer ces sports dont la destruction du gymnase les prive. On faisait de la gym et maintenant on se retrouve sans gymnase et au milieu de l'année, pour rien du tout. Exercice d'équilibre en préambule à la manifestation qui a réuni 1 millier de personnes et s'est achevée par une minute de silence.
on est une ville normale et une belle ville. Et on n'a pas envie que ce soit esquinté. Je dirais tout simplement qu'il faut vivre, qu'il faut que ça s'arrête, tout ce qui se passe ici. Et qu'on vit tous ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de problèmes de chômage, mais on est tous passés par là. En début de soirée, le préfet de région, porteur d'une bonne nouvelle, recevait une délégation de Vaudey. On va commencer par les gymnases qui ont été détruits. Nous allons mettre en œuvre une reconstruction rapide dans les délais les plus courts. L'État s'engage en effet à participer aux frais. Chacun sait ici que c'est nécessaire, chacun sait aussi que c'est encore insuffisant. Ces initiatives sont également destinées à dissiper un malentendu. La violence n'est pas toujours spontanée comme on le croit. Elle n'est pas toujours provoquée par des jeunes désespérés comme on le croit. Mais elle peut être délibérément organisée par des hommes qui ont intérêt à faire de ces cités des ghettos pour se livrer en toute impunité au trafic de drogue. Les autorités en sont conscientes et préparent un projet de loi destiné à le réprimer plus sévèrement. Valérie Gagé. Février 93, dans la banlieue nord de Paris, les policiers saisissent près de 2 tonnes de cannabis. À la tête du trafic, ils découvrent 2 familles. Des petits frères au grand-père, l'argent de la drogue faisait vivre une centaine de personnes. Il avait même permis aux trafiquants de s'offrir des commerces, comme ce restaurant Bon Chic Bon Genre à Saint-Denis. C'est cette économie parallèle qui prospère dans les banlieues que le gouvernement entend combattre. Il s'agira pour la police d'abord, ensuite pour le parquet, de démontrer que des gens qui ont un train de vie important et qui sont en relation avec des trafiquants de drogue n'ont en fait aucune ressource officielle. Ils démontreront par là que ces gens sont des receleurs d'argent sale. Cette mesure s'apparente à la législation sur le proxénétisme. Dans le projet de loi, elle sera complétée par une aggravation des peines pour les dealers qui utilisent des mineurs. Tous les éducateurs le disent, dans les cités, les trafiquants affichent leur richesse, leurs belles voitures. Certains jeunes ne voient donc plus l'intérêt de travailler. À quoi bon étudier quand en une journée de revente, on peut gagner l'équivalent d'un salaire moyen? La tentation est grande et les trafiquants en profitent. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à employer des enfants, sachant qu'eux ne risquent pas la prison. À partir du moment où des gosses ne vont plus à l'école parce qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent de poche en faisant le guet dans un quartier, en faisant des commissions pour un certain nombre de dealers, je pense qu'il y a là quelque chose effectivement qui gangrène la vie sociale et qui est téléguidé par un certain nombre de gens qui sont plus vieux qu'eux. Le projet de loi visant à casser l'économie de la drogue en banlieue devrait être prochainement examiné par le Parlement. La guerre de l'anchois va-t-elle reprendre dans le golfe de Gascogne? Léo Lamberton et Bruno Giraudon sont allés sonder les marins pêcheurs français qui restent déterminés. Ils reprendront la mer demain. Réparer les bateaux au plus vite. Aujourd'hui à Bayonne, les marins ont tenté vaille que vaille de réparer les dégâts causés par les pêcheurs espagnols. Car malgré la violence des incidents de lundi, ils ont bien l'intention de repartir dès demain pêcher des anchois. On nous fait commencer la saison d'anchois quand c'est pas la saison. Maintenant que c'est la saison, mais on essaie de pêcher un peu. Vous êtes prêt à repartir en mer, même s'il faut affronter les Espagnols? Ah oui, oui. Nous, oui, si on peut partir, j'espère qu'on partira. Hein, mais, hein. Et vous vous êtes équipé un peu mieux pour éventuellement préparer l'affrontement avec les Espagnols? Oui. Vous avez... Ah, je ne dis pas. Je ne dirai pas ce qu'on a. Mais oui, oui. On les attend à pied ferme. À 18 h, les patrons des 12 chalutiers agressés lundi avaient rendez-vous à la coopérative d'Andaille. Compte rendu de la réunion qui s'est tenue ce matin à Paris, à la direction des pêches. Furieux de n'avoir rien obtenu, ils décident de repartir en mer dès demain, même s'ils n'en ont pas le droit. Moi j'ai un fusil à bord, j'ai 2 fusils à bord, il n'y a pas de problème. Hein. De toute manière, on est condamné. On n'est pas prêt à crever. 2 fusils et je suis à armé. Voilà le premier qui m'a. Jamais il y a un autre Laetitia au Fontarabie à feu à ça. Tous ceux qui sont mouillages, ils brûlent. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Ou on crève? Ça c'est l'avenir. Qui va me donner à bouffer? Pas vous? Moi non plus. Mon boulot c'est d'aller en mer et de pêcher. S'ils veulent faire comme les Espagnols, nous indemniser pour rester à prendre le soleil à la maison, on accepte, hein. D'empoche, il n'a qu'à débloquer des ronds, puis on va rester assis, hein. Ils nous payent. Face au port d'Andaille, le port espagnol de Fontarabia. Une journée ordinaire, les pêcheurs ont ramené ce matin 60 tonnes d'anchois. Le printemps est la meilleure saison pour ce poisson. Depuis 2 ans, un accord franco-espagnol les autorise à être les seuls à pêcher l'anchois entre mars et juin. Ils ne sont pas prêts à lâcher ce privilège et demain, ils comptent bien interdire aux Français de pêcher. Il va se passer la même chose que l'autre jour, et peut-être pire. Ce sera la guerre de l'anchois jusqu'à ce qu'il y ait 1, 2 ou 3 morts s'il le faut.
Les Français partent demain en mer à l'aube. La journée s'annonce rude et longue. Un 5 pièces pour 280 000 francs, c'est possible. Le ministre du Logement Hervé de Charette veut faciliter la vente des HLM à leurs locataires. Reportage dans le Val d'Oise de Jean Pézieux et Denis Pardano. Vendu, ce logement HLM. C'était le dernier. 58 appartements étaient proposés aux locataires dans cette cité. Les d'Orange ont pu aménager les lieux à leur guise. Ravis de rester dans ce logement acheté à bon compte 280 000 francs pour 5 pièces. On savait déjà que c'était une affaire exceptionnelle. Et dans le quartier aujourd'hui, un appartement de 5 pièces, ça se vend combien? Alors 750 000 francs. Si ces immeubles avaient été de mauvaise qualité, vous auriez aussi acheté? Je ne crois pas. En plus, ils avaient 12 ans. Donc il y avait des choses à refaire et ça a été refait avant notre achat. Ici, en revanche, la vente se porte moins bien. 4 ans après l'offre, un tiers des locataires refusent d'acheter. Il faut dire que les loyers sont faibles, 2 600 francs à 4 pièces. Plus grave, pour les HLM, certains locataires refusent aussi le relogement, qui permet aux organismes de vendre l'appartement libre 25% plus cher. Ces locataires, en tout cas, en font une question de principe. Les HLM ont une vocation sociale, c'est la location, c'est pas la vente. J'ai pas l'intention d'acheter mes fissures, hein, j'ai pas l'intention d'acheter une dalle de béton qui se fissure, qui est dégradée. Donc vous préférez mettre votre argent ailleurs? Tout à fait. Il y a peut-être un mode de vie qui n'est pas essentiellement focalisé sur l'accession à la propriété. Résultat, la société vend à peine la moitié des logements qu'elle s'est fixé comme objectif. C'est pourquoi elle est favorable aux nouvelles facilités offertes. La construction en Ile-de-France requiert beaucoup de fonds et la vente d'une partie de certains logements nous permet de donner des éléments pour le développement. Les organismes HLM attendent en moyenne une recette de 100 000 francs par logement. Quant au nombre de locataires qui peuvent acheter leur logement HLM, il devrait passer de 2 000 à 30 000 par an. Cette incitation à l'achat d'HLM a été présentée au Conseil des ministres qui a par ailleurs décidé d'accorder une aide importante aux harkis de France et qui a adopté le projet de loi sur la programmation militaire pour les années 95-2000. François Léotard a fixé le cap qui maintient comme priorité la dissuasion nucléaire et qui prévoit une augmentation du budget pour l'équipement des armées. Cette loi permet en fait d'anticiper et d'imaginer aujourd'hui les armes de demain. Illustration avec Laurent Boussier et Bruno Giraudon. Entre ces Mirage 2000 et ce Crusader qui se croise sur une base aérienne dans le sud-ouest de la France, il y a 30 ans d'écart et surtout 3 générations d'avions de combat. C'est en 1964 que la France a acheté aux États-Unis 40 de ces appareils pour équiper en chasseurs-intercepteurs ces 2 porte-avions. 30 ans après, 12 de ces Crusaders sont encore en service. Ils sont vieux, leurs instruments de bord rappellent les années 60 et les quelques modifications qui y ont été faites pour emporter de nouveaux armements n'en font pas des avions modernes. Il a 30 ans, il n'a pas l'efficacité des chasseurs modernes, mais nous formons des jeunes pilotes qui voleront bientôt sur le Rafale Marine. Le Rafale Marine, c'est donc l'avenir pour ces pilotes, l'avion qui va leur permettre d'être au même niveau que leurs collègues des marines étrangères, l'avion qui les fera entrer dans le 21e siècle. Mais cet avion se fait attendre entre la décision de le construire, prise en 88, et son arrivée en escadre, prévue pour 1999, il se sera écoulé 11 ans. C'est à ça que servent les lois de programmation militaire, prévoir, construire et payer les armements dont auront besoin nos armées dans l'avenir. Exercice difficile, il s'agit de réaliser un équilibre entre les besoins des militaires, les demandes des industriels qui traduisent cette loi de programmation en plan de charge et donc en termes d'emploi, et l'argent que veut ou que peut consacrer l'État à la défense. Le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, par exemple, devait être mis en service en 1997. Pour des raisons budgétaires, sa construction a été ralentie. Il ne sera opérationnel qu'en 1999. Le Rafale Marine arrivera donc lui aussi cette année-là. En attendant, les pilotes de ces Crusaders continuent de s'entraîner sur des avions qui aujourd'hui sont plus vieux qu'eux. Valéry Giscard d'Estaing revient à la charge. L'ancien président de la République souhaite que le prochain président de la République soit élu pour 5 ans et non 7 ans. C'est possible dès 1995, écrit-il dans Le Monde. Valéry Giscard d'Estaing s'appuie pour convaincre sur les intentions exprimées par Georges Pompidou en 1973, François Mitterrand en 1988 et Édouard Balladur récemment. Jean-Daniel Flessaquier et Didier Rancoeur donnent une nouvelle importante à toutes les personnes âgées qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, autrement dit d'une dégradation des fonctions physiques et intellectuelles. Elles pourront pour la première fois utiliser un médicament, la tacrine.
une consultation de gériatrie à la recherche des premiers signes d'une maladie d'Alzheimer, l'atteinte de la mémoire. Je vais vous dire 3 mots que vous allez me répéter et que vous allez bien retenir, parce que je vous les redemanderai tout à l'heure. Ces 3 mots, ce sont citron, clé, ballon. Vous les dites. J'essaierai. Citron, thé, ballon. Clé. Clé, hein, et ballon. Quel est le grand procès qui a lieu en ce moment, qui est terminé d'ailleurs, il s'est terminé hier soir, dont on a beaucoup parlé? Ah, monsieur, oui, je ne sais plus le nom de cet homme-là qui est là. Qu'est-ce qu'il avait fait, cet homme? Je ne me rappelle pas pour l'instant, ça ne me revient pas comme ça. Madame, je vous ai tout à l'heure dit 3 mots. Est-ce que vous vous souvenez de ces 3 mots? On vient de les dire, là. Oui, mais il n'y a pas longtemps, je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Pour lutter contre les troubles de mémoire et améliorer la vie quotidienne des patients atteints de maladie d'Alzheimer, un médicament, la tacrine, arrive sur le marché. C'est le premier de ce genre, il a une certaine efficacité, mais ce n'est pas un produit miracle. Le médicament n'est actif qu'environ chez 30% des patients à qui il est prescrit, c'est-à-dire un patient sur 3. La deuxième limite est liée même à sa nature. Ça remplace des sécrétions qui manquent au niveau du cerveau, mais ça veut dire qu'il faut quand même des neurones. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que la maladie avance, le produit risque de perdre son efficacité. Et enfin, c'est une action incomplète, car ça ne remplace pas toutes les sécrétions qui manquent dans la maladie d'Alzheimer. Dans un premier temps, la tacrine ne sera prescrite qu'en milieu hospitalier. La prescription s'accompagnera de prise de sang, car le produit est toxique pour le foie. C'est seulement quand on sera sûr de l'innocuité de la tacrine à haute dose que ce produit pourra être trouvé dans les pharmacies de ville. Un poteau électrique. Les écolos ont annexé, vous le savez, le vert, c'est pas sympa pour les autres couleurs. On peut être écolo en beige, en marron et même en bleu. Philippe Gassot-Clotsicard. À l'arrivée du printemps, on vend à pleine vitrine de la nature, du grand air, mais aussi du vent. La fabrication des vêtements pollue souvent l'environnement. L'écologie qui vient d'Amérique veille. C'est là-bas devenu un état d'esprit. Et chez nous, le début d'une mode peut être même d'un mode de vie, pas seulement un coup de pub. Pour nous, en tout cas, c'est pas du tout un coup de marketing. C'est quelque chose qu'on fait chez Esprit depuis très longtemps, c'est vraiment une philosophie de l'entreprise. Donc il est normal qu'on a commencé à intégrer cette philosophie dans les vêtements. Vous faites quoi par exemple? Et la teinture végétale, donc teinture naturelle, qu'on utilise cette saison dans une chemise comme ceci par exemple. Donc c'est teint avec de l'indigo. Ça vient de la plante l'indigotier qui vient d'Inde. On y ajoute de la cochenille pour la profondeur du ton et c'est bon. Une chemise ordinaire, c'est plusieurs dizaines de litres d'eau polluée. Pour un drap, c'est pire, sauf exception et manipulation génétique. C'est le coton qui pousse déjà de cette couleur. Donc pour le moment, on arrive à faire pousser du coton vert, comme ceci, ou alors marron. Mais vraiment sur sa tige. Les boutons et perles du Ghana, des bouteilles de coca pilées. L'écologie est humanitaire. L'ivoire végétal, les bijoux d'argent extraits de vieilles radiographies. Rien ne se perd, ici comme chez Patagonia. Ici, vous avez une fibre faite à base de bouteilles plastiques recyclées. Et ça sert à quoi? Ça sert plus tard à les tricoter en un pull que vous avez un petit peu plus loin, qui est un pull complètement écologique pour nous, puisqu'on économise les ressources naturelles, on économise le pétrole, qui sert normalement à fabriquer les polyesters, et on encourage les gens à rapporter leurs bouteilles plastiques pour la réutiliser. Lorsque vous achetez un vêtement, est-ce que vous pensez à la pollution qui a entraîné sa fabrication? Honnêtement, non. Not really. Pas du tout. Je crois qu'on n'est pas assez au courant. On n'est pas informé là-dessus. Pourtant, même les grands magasins s'y mettent. Ici, à C&A, on garantit un coton écolo, la teinture douce et le short extrait de bois planté à cet effet. Les prix sont parfois un peu plus élevés, mais on le fait pour eux. Alors, faut-il hésiter à suivre un mouvement qui s'amplifie? Une nouvelle polémique sur le cinquantenaire du 6 juin 1944. Elle a lieu cette fois en Angleterre. Les vétérans souhaitent que l'on danse un peu moins et que l'on se recueille un peu plus. Christian Marimonneau. Cette chanteuse, la mascotte des vétérans de la dernière guerre, a donné le coup d'envoi des 500 manifestations prévues en Grande-Bretagne à l'occasion du débarquement. John Major a voulu y mettre sa touche personnelle, mais son programme a comporté quelques fausses notes. Aux commémorations traditionnelles se sont ajoutés des concours de cuisine, soirées dansantes et feux d'artifice. Mais les vétérans n'ont pas apprécié. Ils ont rappelé que 37 000 de leurs camarades étaient tombés le jour du débarquement et les 3 jours qui ont suivi. L'idée principale est celle du souvenir. Ce doit être une commémoration pour tous ceux que nous avons laissés derrière nous en Normandie et une action de grâce pour nous qui avons survécu.
Et face aux attaques de l'opposition, le ministre a précisé l'esprit de ces célébrations. Nous allons commémorer la grande et belle nouvelle qui a suivi, notamment le retrait de la tyrannie diabolique nazie. Le gouvernement s'est voulu rassurant à l'adresse des anciens combattants. Il a promis que certaines manifestations seraient réexaminées. La presse dans son ensemble a regretté l'aspect festif de ces commémorations et souhaité plus de recueillement. John Major voulait rassembler toute la nation, comme en 1944. Mais cette initiative a pris une tournure politique avec les critiques de l'opposition. Et les vétérans ont protesté, estimant que ces fêtes devaient être reportées l'année prochaine, jour de la victoire. Et si vous voulez vous informer avant de vous recueillir, je vous propose cette nouvelle revue pour 5 francs sur les conflits du XXe siècle et sur le jour J. La seule chance de médaille française au championnat du monde de gymnastique en Australie, c'était Élodie Lussac à la poutre, mais la championne de France s'est blessée à l'échauffement. Christophe Duchiron. Une dent cassée, le nez légèrement déplacé et peut-être une fracture du plancher orbital. Ce matin à Brisbane, il y avait un peu de sang et beaucoup de larmes sur le visage d'Élodie Lussac. Pauvre Élodie qui a chuté pendant l'échauffement à la poutre, un agrès où le risque est présent, où l'on multiplie les cabrioles sur 10 cm de large. Élodie Lussac a 15 ans, elle est marseillaise et c'est elle la gymnaste numéro 1 en France. Elle est toute jeune et talentueuse, à raison d'un gros travail d'entraînement chaque jour. Elle est championne d'Europe junior et la poutre est son meilleur agrès, c'est dire que sa chute de ce matin est désolante. C'est porté par les responsables de l'équipe médicale qu'elle a quitté le plateau. En attendant un examen approfondi, sa participation au concours général vendredi prochain est compromise. Les grandes surfaces auront peut-être leur place sur la chaîne du savoir. Elles font dans le culturel. Carrefour édite des livres. Émotion chez les éditeurs. Monique Atlan, Georges Janssen. Nez à nez avec Petit Pois, couche-culotte ou yaourt, Balzac, Alexandre Dumas, Maupassant ou Victor Hugo s'installent dès aujourd'hui dans les 113 magasins de la chaîne Carrefour, qui entre ainsi à son tour dans la ronde des éditeurs de livres de poche à mini-prix. Avec une recette déjà éprouvée par ailleurs. Il s'agit tout simplement de publier de grands textes de la littérature appartenant au domaine public, donc exempts de droits d'auteur, ce qui explique des prix allant de 8 à 25 francs maximum. Désir de promouvoir le livre ou de se faire de la publicité, sans doute un peu les deux. Ce n'est pas une mode, c'est tout simplement la volonté de Carrefour de diffuser des produits de grande consommation à des prix décalés par rapport au marché. Ben pourquoi pas, je trouve ça très bien, parce qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui viennent faire leurs courses et de voir comme ça des classiques affichés à un prix compétitif, ça peut donner des idées aux gens et les acheter. Oh ben c'est bien, moi ça me dérange pas. Je suis pas le snobiste de dire je veux pas acheter un bouquin parce qu'il y a écrit Carrefour dessus. Je pense que les 3 mousquetaires pour 25 francs, je ne trouverai pas ailleurs le même prix. Effectivement, le livre de poche vend les 3 mousquetaires à 35 francs, mais il a ses raisons. Dans l'édition du livre de poche, il y a un cahier d'illustration assez important qui est quelque chose de coûteux. L'impression couleur, c'est une... Bon. Il y a d'autre part une présentation et des commentaires qui font que lorsqu'on achète l'édition des 3 mousquetaires dans le livre de poche, on achète autre chose que le texte nu. L'intrusion d'un Carrefour éditeur devient donc aujourd'hui un défi, un stimulant pour les éditeurs traditionnels qui songent déjà à l'astuce d'un agrandissement de format pour réduire la pagination et par conséquent le prix, et plus généralement à une politique commerciale plus offensive. La guerre du livre de poche aura donc bien lieu aux lecteurs de trancher. Vous avez été très nombreux, nous avons été très nombreux à aimer le Cercle des poètes disparus. Son auteur Peter Weir a réalisé État second. C'est l'histoire d'un homme qui survit à un accident d'avion mais qui se trouve dans un état second. Pascal Deschamps, Patrick Voix. L'histoire se résume en bien peu de mots sur des images qui ressemblent à celles d'un journal télévisé. Un homme survit à un accident d'avion. Mais quelque chose en lui a changé. Désormais, pour sa famille, pour ses amis, il est devenu au mieux un étranger, au pire un malade mental. Max est dans un état second. J'ai l'impression qu'il se croit invulnérable. J'ai déjà vu ça chez les anciens du Vietnam. Il y a quelque chose d'enivrant dans le fait de surmonter sa peur. Et après, ils ne peuvent plus s'en passer. Max est comme beaucoup d'entre nous. Il a peur en avion, il a peur de la mort. Et pourtant, au cours des terrifiantes minutes que dure la chute de l'appareil, il vit une expérience unique, une expérience spirituelle à laquelle rien ne le prédisposait. Le meilleur mot pour qualifier l'état de Max, c'est l'extase. C'est un état que les pratiquants d'une religion atteignaient dans le passé, ou les mystiques dans les pays d'Asie.
C'est le sentiment que l'âme n'est plus rattachée au corps, qu'on appartient à l'univers, le sentiment très intense d'exister. Pour l'accident dont ce film s'inspire, la chute de l'appareil a duré 40 minutes. Les gens savaient qu'ils allaient s'écraser. J'ai rencontré des survivants et l'un d'eux m'a dit « Vous ne pouvez pas savoir l'amour qui régnait dans cette carlingue pendant ces 40 minutes. L'amour entre des gens qui ne se connaissaient pas, entre des étrangers. C'est pour moi dans cet amour que réside la spiritualité. » C'est tous les jours maintenant que tu vas sauter dans le vide ou marcher sur des rails pour aller au bout de ta peur. C'est ça, hein? Qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu fais de Jonah? On dirait de la folie. Non, il n'y a je plus suis de pas réalité. Je t'aime, moi, tu comprends. On a vécu ensemble pendant 17 ans. Et c'était bien. Si Max se heurte à l'incompréhension de ses proches, c'est parce qu'il se pose des questions qu'aucun d'eux ne se pose. C'est vrai qu'on vit la vie quotidienne comme des dieux éternels. Je veux dire, on pense très peu à la mort. Ça nous arrive que dans les moments difficiles de la vie, on a la dimension de notre vulnérabilité, de notre temporanéité sur la Terre. Peter Weir, l'auteur du Cercle des poètes disparus ou de Witness, signe donc un nouveau film distrayant et grave à la fois, où les questions philosophiques affleurent sous l'anecdote. Tu n'y arriveras pas. Tu veux me tuer, mais tu peux pas! Et l'on termine ce journal avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est le retour demain du soleil, c'est ce que vous dira dans un instant Sophie Davant. La seconde, c'est l'annonce d'un programme de qualité sur France 2 ce soir, avec le retour de l'Institut Gérard Klein, l'histoire des amants du siècle, la liaison fatale des Windsor, racontée par Frédéric Mitterrand. Le dernier journal vous sera présenté par Philippe Lefebvre à 23h40, avant le cercle de minuit de Field. Demain matin, Gérard Leclerc recevra le couple Duroy pour leur livre Citoyenne, Bilalian à 13h. Je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.